Bonjour à tous mes élèves de spécialité. Ça fait quelques temps qu'on ne s'est pas vu. Je tiens à m'excuser, il y a eu tous les conseils de classe là, cette semaine. C'était un petit peu compliqué de continuer de préparer des cours à côté. Mais c'est bon, j'ai repris tranquillement. Première chose que je vais faire là pour la reprise, c'est que je vais vous faire la correction du coup du DM que vous avez eu à me rendre pour il y a quelques jours, que j'ai pas encore fini de corriger. Je vous les enverrai dès que je les aurai corrigés. On va faire la correction parce que c'est un DM, ok, mais ça reste une activité documentaire, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de notions dedans qui font en fait partie du cours, d'accord, qu'il faut savoir maîtriser. Donc, dans cette activité, dans ce devoir maison, on abordait en détail cette fameuse deuxième loi de Newton, qui est une loi fondamentale si on veut pouvoir comprendre comment les objets se déplacent, comment les objets bougent, notamment quand ils sont soumis à des forces. Ok, elle est vraiment ultra fondamentale, c'est une des lois qu'on vous apprend dès le lycée, dès la première, que vous allez utiliser pendant des années et des années si vous continuez à faire de la physique. Et si vous êtes physicien, peut-être jusqu'à la fin de votre vie, c'est vraiment une loi qui est tout le temps utilisée. C'est cette loi qui a permis d'envoyer par exemple des gens sur la Lune en utilisant ces calculs-là. C'est cette loi qui a permis de découvrir des planètes à l'époque. Notamment, on a découvert, si je ne dis pas de bêtises, genre Neptune ou Uranus, une des deux planètes les plus lointaines, grâce à la deuxième loi de Newton. En effet, on a vu, qu'on observait les mouvements des astres il y a quelques siècles, il y avait des mouvements qui étaient un peu bizarres, des planètes qui se déplaçaient de manière un petit peu bizarre, et une manière d'expliquer pourquoi Jupiter, Mars, etc. avaient des mouvements qui étaient un peu imprévisibles, c'était de supposer l'existence d'une autre planète qui aurait pour effet d'effectuer une attraction gravitationnelle sur Jupiter, Mars, etc. Et qui ferait justement que les mouvements qu'on observerait seraient un petit peu imprévisibles. Et en utilisant la deuxième loi de Newton, on a réussi à faire des calculs pour se dire ah ben si ces planètes-là, Mars, Jupiter, sont soumises à une attraction gravitationnelle externe, ça impliquerait que cette planète inconnue se situerait à cet endroit-là du ciel. Ils ont fait un calcul, ils ont trouvé la position, ils ont pris un télescope, ils ont regardé dans le ciel et ils ont trouvé justement cette nouvelle planète qui était, alors je ne sais plus si c'est Neptune ou Uranus, je crois que c'est Neptune. Donc du coup c'est vraiment une loi extrêmement importante, notamment dans l'histoire des sciences, mais pour tout ce qui est, en fait, tout ce qui a trait au mouvement des objets. Donc après cette longue introduction, on y va. Donc objectif, aborder la deuxième loi de Newton et savoir passer quantitativement de la force à la variation du vecteur vitesse. Quantitativement, pour rappel, ça veut dire avec des calculs, des valeurs. Okay. Grand 1, chute libre. Donc c'est le premier cas qu'on va étudier, c'est le cas de la chute libre. Donc la chute libre, c'est quoi? Avant même qu'on commence, la chute libre, c'est simplement un objet qui est en train de tomber dans le champ d'attraction gravitationnelle d'une planète, donc typiquement la Terre, et qu'il ne subit que cette attraction gravitationnelle, il ne subit rien d'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de frottement de l'air, il n'y a pas de vent qui pousse l'objet, il ne subit que l'attraction gravitationnelle en tombant sur le sol. Ok? Donc, document 1, depuis Aristote jusqu'à nos jours, en passant par Galilée, la chute des corps est l'objet d'expériences de plus en plus précises. Voilà, c'est vraiment un truc introductif. Comment varie le vecteur vitesse d'un système modélisé par un point matériel en chute libre sans vitesse initiale? Donc ici, on va étudier un objet qui est bien en chute libre, ça veut dire qui tombe, et qui est sans vitesse initiale. Ça veut dire qu'on prend notre objet, voilà, on imagine qu'on le tient ici, et on le lâche sans le lancer. On pourrait le lancer vers le bas. Si on le lançait vers le bas, il n'aurait pas une vitesse nulle au départ. Il aurait une vitesse initiale. Ça veut dire qu'on lui aurait donné une vitesse dès le départ. Nous, on veut qu'il n'ait pas de vitesse au départ, qu'il soit immobile, ça veut dire qu'on le tient, et on le lâche. Donc au début, il est immobile, et puis petit à petit, il se met à accélérer pour tomber. Ok ? Document 2, une expérience de pensée. Pour démontrer que la théorie d'Aristote du mouvement, selon laquelle la valeur de la vitesse d'un corps en chute libre est d'autant plus grande que sa masse l'est aussi, conduisait à une contradiction, Galilée nous demande de faire l'expérience de pensée suivante. Supposons qu'on relie deux objets de forme identique mais de masse différente par une corde et qu'on les lâche d'une certaine hauteur. D'un côté, la vitesse du système constitué des deux corps devrait prendre une valeur intermédiaire entre la vitesse de l'objet plus lourd et celle de l'objet plus léger, puisque le plus lent retarde le plus rapide. D'un autre côté, la masse totale des deux corps reliés par la corde étant plus grande que la masse de chacun des deux corps, la vitesse de l'objet composé doit être supérieure à la vitesse de chacun des objets. Ces deux conclusions se contredisent l'une l'autre.
Ainsi, simplement en imaginant la chute libre de deux corps de masse différentes reliées par une corde, Galilée nous convainc que la théorie d'Aristote du mouvement est incohérente. Ce paragraphe-là, ne vous inquiétez pas, je vais l'expliquer avec des schémas en détail tout à l'heure. Parce qu'il est très intéressant, c'est vraiment un paragraphe très intéressant dans ce sens où il permet de rejeter une théorie physique sans avoir besoin de faire l'expérience, juste en imaginant la théorie et en voyant qu'elle a des incohérences. On va voir. Et enfin, document 3, qui est le document que vous devez connaître, la deuxième loi de Newton. Il existe une relation approchée qui lie la variation du vecteur vitesse ΔV, que vous connaissez maintenant, entre deux instants voisins et la résultante des forces, qu'on représente comme ça, et ça se lit somme des forces. Le sigma qui est devant, cette lettre grecque sigma, ça se lit somme. Donc ça, c'est la somme des forces, qu'on a appelé également résultante des forces, vous vous rappelez? C'est la même chose. Entre un résultant des forces, qui modélise les actions agissant sur un système de masse m en kg. Ainsi, entre deux instants voisins séparés d'une durée ΔT, on a la relation suivante, et on a cette loi de Newton, c'est ça la deuxième loi de Newton. La somme des forces qui s'exercent sur un objet, somme des forces, c'est égal à la masse de cet objet, fois le vecteur variation de vitesse divisé par l'écart de temps ΔT. Ok, ΔT, vous vous rappelez, c'est souvent T2 moins T1 ou T2 moins T3. C'est un écart de temps entre deux positions successives. Cette relation constitue une approximation de ce qu'on appelle la deuxième loi de Newton. Alors pourquoi c'est une approximation? C'est quasiment la bonne loi de Newton, mais c'est une approximation quand même. Ça vient du fait qu'il y a des delta ici, delta V, delta T. Si vous voulez la vraie deuxième loi de Newton, il faut remplacer ce delta ici par un D et ce delta ici par un D. Vous aurez du coup masse fois dV sur dt, et dV sur dt, c'est ce qu'on appelle la dérivée. Ok, la dérivée, c'est exactement la même que ce que vous avez vu en maths. La vraie loi de Newton, enfin la deuxième loi de Newton exacte, c'est pas avec des deltas, c'est avec des dérivées. Mais c'est pas pour cette année. Donc vous inquiétez pas. Et on y va. Question 1. Déduire du document 2 la théorie du mouvement d'Aristote. Alors, on y va. Hein. Selon Aristote, les objets qui tombent le font d'autant plus vite qu'ils sont lourds. Voilà, c'est ce qui est écrit ici. Théorie d'Aristote, selon laquelle la valeur de la vitesse d'un corps en chute libre est d'autant plus grande que sa masse l'est aussi. Donc Aristote, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, plus un objet est lourd, plus il va tomber vite. Et d'ailleurs, je pense que certains d'entre vous le pensent également, parce que c'est quelque chose qui a l'air assez logique. Si je prends, imaginons une plume dans une main, et une boule de pétanque dans l'autre qui est en métal, et que je les lâche, on a facilement tendance à penser que c'est la boule de pétanque qui va tomber en premier. Ok? Parce qu'elle est plus lourde, tout simplement. Ok, donc ça c'était la question 1. Question 2. De même, quelle est la théorie de Galilée et en quoi elle s'oppose à celle d'Aristote? Alors c'est quoi la théorie de Galilée? C'est là qu'il va falloir rentrer dans le détail. Selon Galilée, les objets tombent, mais leur vitesse est indépendante de leur masse. C'est-à-dire que, selon Galilée, vous prenez deux objets de masse différentes, une plume et une boule en plomb par exemple. Si vous les lâchez en chute libre, ça veut dire qu'il n'y a pas de frottement de l'air, hein, juste en chute libre, si vous les lâchez, ils vont tomber au sol exactement en même temps, puisque la vitesse de chute ne dépend pas de leur masse. Ça, c'est la théorie de Galilée. Okay. Ensuite, question 3. Pour s'opposer à la théorie d'Aristote, Galilée fait une expérience de pensée, schématiser cette expérience. C'est là qu'il va falloir être bien attentif. Donc on va schématiser l'expérience, donc en fait, tout le paragraphe qui est présenté ici dans le document 2. Donc en fait, Galilée, qu'est-ce qu'il fait? Il s'imagine dans sa tête deux situations qui sont identiques au départ, mais via des raisonnements différents, donnent des résultats différents. Alors, prenons le premier cas, que j'ai appelé possibilité 1 ici. Voyez, on va imaginer deux objets, objet 1 et l'objet 2. Okay, un objet qui est lourd et un autre qui est léger. Alors voilà, j'ai montré qu'ils étaient différents par le fait qu'ils ont des formes différentes, mais il faut imaginer qu'on a juste deux objets, un lourd, un léger. Okay, ces deux objets, on imagine qu'ils sont reliés par un fil, voilà, une corde qui les relie. Tout bêtement. Ok. Si on alors, juste avant de continuer, je vais représenter, donc là j'ai mis un trait qui relie les centres des deux objets avec un point O qui est le centre de ce trait. C'est juste pour, pour schématiser le centre de cet objet général, si vous voulez. Si on imagine l'objet 1 lourd, l'objet 2 léger et la corde, comme ils sont tous reliés les trois ensemble, on peut imaginer que c'est un seul objet,
d'accord, hein, objet 1 plus objet 2 plus la corde, on peut imaginer que c'est un seul gros objet, et j'ai schématisé en fait le centre de ce gros objet, c'est tout. Ok? Donc on a ces deux objets. Ensuite, si ces deux objets se mettent à tomber selon la théorie d'Aristote, eh bien, l'objet lourd est censé tomber plus vite que l'objet léger. Ok, c'est ce que Aristote il dit. Un objet lourd tombe plus vite qu'un objet léger. Et donc du coup, il devrait y avoir une différence d'altitude au fur et à mesure que les objets tombent. L'objet lourd se trouvera plus bas que l'objet léger. Il arrivera un moment où la corde sera tendue, hein, puisque l'objet 2, comme il reste plus haut, systématiquement, il va tendre la corde, enfin la corde va se tendre, puisque l'écart entre les deux objets va augmenter au fur et à mesure. Et une fois que la corde elle est tendue, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'objet lourd, il va se retrouver un petit peu freiné par l'objet léger, puisque l'objet léger tombe moins vite, et l'objet léger, il va se retrouver un petit peu accéléré par l'objet lourd. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va avoir à la fin? La vitesse de cet objet général, là, cet objet pris dans son ensemble, ça va être une vitesse qui est un peu plus faible que la vitesse de l'objet lourd tout seul, et un peu plus élevée que la vitesse de l'objet léger tout seul. Okay, c'est une sorte de moyenne des deux vitesses. Ça paraît logique. Okay, donc ça, c'est la première conclusion à laquelle nous mène la théorie d'Aristote. Comme Aristote nous dit les objets lourds tombent plus vite que les objets légers, on arrive à cette première conclusion. Okay, maintenant, repartons exactement de la même situation initiale. On a nos deux objets, l'objet 1, l'objet lourd, l'objet 2 léger, qui sont reliés par une corde, donc ils forment ensemble un seul objet. Hein. Mais Aristote, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, les objets lourds tombent plus vite que les objets légers. Donc là, on peut se dire dans sa tête, ok, ici, en fait, c'est pas que j'ai deux objets reliés par une corde, je peux imaginer que j'ai un seul gros objet qui a une masse qui est la somme de l'objet lourd et de l'objet léger. J'ai un objet là, un seul, qui est constitué voilà, de ces deux petits objets. On peut imaginer ça aussi. C'est la définition de ce que c'est qu'un objet, c'est simplement un ensemble d'atomes reliés ensemble. On a bien là un ensemble d'atomes reliés ensemble, voilà, qui sont reliés par une corde. Mais c'est bien un seul objet. On peut le voir comme un seul objet, il n'y a pas de souci. Et bien comme c'est qu'un seul objet qui est plus lourd que la somme des deux objets là, que l'objet lourd et que l'objet léger, et ben il devrait tomber plus vite, cet objet général, il devrait tomber plus vite que l'objet lourd pris indépendamment ou l'objet léger pris indépendamment. Puisque cet objet général, il a une masse plus élevée que ses constituants, c'est logique. Donc là, on a deux situations initiales, et en prenant la théorie d'Aristote au sérieux, cette théorie qui dit que les objets lourds tombent plus vite, eh ben on arrive à deux conclusions différentes. Okay, deux conclusions logiques différentes. Et quand c'est le cas, quand ça arrive, on dit que la théorie, elle est incohérente. Là, on a la théorie d'Aristote qui est incohérente puisqu'elle ne mène pas au même résultat en fonction de comment on raisonne. Et donc, du coup, sans avoir besoin de faire n'importe quelle expérience, on peut montrer qu'elle est logiquement fausse. Elle est fausse, puisqu'elle n'est pas logique. Voilà. Okay, donc, c'est ça que Galilée a voulu présenter en faisant cette expérience de pensée que je viens de schématiser par un schéma, justement. Okay, donc, c'était quelque chose comme ça qu'il fallait faire. Alors, si c'est pas exactement comme ça, il n'y a pas de souci, d'accord? Je vais être relativement bienveillant vis-à-vis de votre compréhension de ce paragraphe-là, qui n'est pas évident. Ok, question 4. En quoi cette expérience met-elle en défaut la théorie d'Aristote? Eh bien, cette expérience montre que la théorie d'Aristote est incohérente, car elle mène à des résultats contradictoires. Elle ne peut donc pas être vraie. Ok? Ensuite, question 5. En utilisant le document 3, construire les vecteurs vitesse de la balle en B3, B5, B7 et les vecteurs variation de vitesse delta V4 et delta V6 entre ces positions. Donc, je vais insister après tout à l'heure sur cette partie de la phrase. Que remarquez-vous? Donc ici, en fait, on vous a représenté la chute d'une balle, voilà, qui est en chute libre. La figure ci-contre représente l'évolution des positions du point matériel modélisant une balle en chute libre au voisinage du sol terrestre. La durée entre deux positions successives de la balle est 100 millisecondes. Donc entre deux positions successives, on a attendu 100 millisecondes. Donc le delta t entre deux positions successives, c'est 100 millisecondes. Et étant donné que la balle est en chute libre, il faut imaginer qu'elle n'est pas ralentie par les frottements de l'air. Alors c'est relativement facile à faire, une expérience de chute libre. Il suffit de prendre une cloche à vide, c'est une sorte de compartiment en verre dans lequel on enlève tout l'air, on vide l'air avec une pompe, donc du coup il n'y a plus d'air dedans, c'est le vide. On prend une balle et on la lâche dedans avec une main robot qui la tient par exemple et qui la lâche. Et dans ce cas-là, on a vraiment un mouvement de chute libre. Okay, comme il n'y a pas d'air, il n'y a pas de frottement et donc du coup c'est bien une chute libre. Donc on vous demande de calculer les vecteurs vitesse en B3, donc ici, B5 et B7.
Okay, donc ça, c'est comme ce qu'on a vu dans les activités précédentes, donc on va le refaire. Je vous ai schématisé à droite le schéma. Je vous l'ai reproduit en plus grand. Donc déjà, calculons la valeur de la vitesse au point B3, B5 et B7. Donc la vitesse au point en B3, c'est ce que j'ai appelé la vitesse V3, c'est la distance entre B2 et B4, hein, je rappelle, c'est la distance entre le point d'avant et le point d'après, divisé par le temps du point d'après moins le temps du point d'avant. Autrement dit, ici, comme entre le point B2 et le point B4, on a deux intervalles, vous voyez, hein, on a deux intervalles, ça veut dire que T4 moins T2, ça va être 2 fois 100 millisecondes, puisqu'on a deux intervalles. Ok ? Alors attention, pour obtenir B2, B4, donc la distance entre B2 et B4, il faut utiliser l'échelle qui est ici. On vous dit que cette distance-là représente dans la réalité 40 cm. Donc pour ce faire, il va falloir faire un petit produit en croix. Donc on a la taille réelle à gauche, la taille sur le schéma à droite. La taille réelle, c'est 40 cm. Okay, je mets 40 cm pour la taille réelle dans la vie réelle. Mais sur le schéma, cette échelle-là que j'ai mesurée, c'est 1,91 cm. Okay, j'ai pris ma règle et j'ai mesuré ce trait-là, j'ai trouvé 1,91 cm. Vous n'avez peut-être pas du tout trouvé ça. Ça dépend si vous avez imprimé votre feuille ou si vous avez dézoomé sur le schéma. Vous n'avez peut-être pas 1,91 cm. Vous avez peut-être trouvé, je sais pas, 3 cm ou 1 cm. Ça dépend du niveau de zoom que vous avez pris sur votre image ou de la taille de l'impression quand vous avez imprimé, si vous avez voulu imprimer. Ça ne change rien. D'accord ? Vous allez trouver quand même, là, normalement, une taille réelle finale, donc une distance B2, B4, qui sera très proche de la mienne. Okay ? Normalement, il n'y a pas de différence. Ensuite, une fois que j'ai rempli cette première ligne, je vois que la distance B2, B4 sur ma feuille, donc j'ai pris ma règle, j'ai mesuré, c'est 2,9 cm. Et la question que je me pose, c'est à quelle distance réelle ça correspond. Et donc du coup, pour trouver, eh ben, je fais un petit produit en croix, 40 fois 2,9 divisé par 1,91, et j'ai trouvé 60,7 cm pour B2, B4. Normalement, vous avez aussi trouvé une valeur de distance proche de celle-ci. Okay ? Peut-être 71 cm, peut-être 60 cm, ça dépend de vos mesures. Mais en tout cas, ça doit être cet ordre de grandeur-là. Okay ? Donc on a B2, B4 qui vaut 60,7 cm. L'écart entre deux points, c'est 100 millisecondes. Étant donné qu'on a deux écarts, il faut prendre du coup 2 fois 100 millisecondes, autrement dit 200 millisecondes, ce qui fait 0,2 secondes. On peut donc calculer V3 égale B2, B4 sur T4 moins T2, hein, c'est la formule qui est là. 60,7 cm, je le mets en mètres et je l'arrondis, ça me donne 0,61 mètres, divisé par 0,2, hein, ce que j'ai trouvé là, et je trouve 3,04 mètres par seconde. Donc en B3, ma balle va à 3,04 mètres par seconde. Okay ? Continuons. On trouve, alors je ne refais pas les calculs, mais on trouve en B5 que la vitesse vaut 5 mètres par seconde, c'est exactement les mêmes calculs qu'avant. Et on trouve qu'en V7, la balle va à 6,85 mètres par seconde. Okay ? Donc là, je vous laisse mettre sur pause si jamais vous ne trouvez pas ces résultats-là pour refaire les calculs, mais c'est exactement la même logique que dans la diapo d'avant. Donc j'ai trouvé mes 3 vitesses. Maintenant, pour construire le vecteur vitesse, donc pour le schématiser, il faut alors définir une échelle de vitesse. En effet, parce que là, on a bien une échelle, mais c'est une échelle de distance. Mais là, il va falloir qu'on définisse une échelle de vitesse pour pouvoir représenter les vecteurs vitesse. Cette échelle doit permettre de tracer des vecteurs vitesse qui sont ni trop petits, ni trop grands. Je choisis par exemple ici l'échelle 1 cm égale 2 mètres par seconde. Donc moi, j'ai choisi cette échelle-là, 1 cm égale 2 mètres par seconde. Ça veut dire que si je fais un vecteur vitesse de 2 cm, eh ben, il fera du coup 4 mètres par seconde. Okay ? Ça permet de définir la norme. Et l'échelle, il faut la choisir pour qu'on puisse mettre tous ces vecteurs sur le schéma. Si on prend une échelle trop grande, par exemple 1 cm égale, je sais pas, 0,1 mètre par seconde, et ben alors du coup, là, on va avoir des vecteurs qui sont très grands. Parce que un vecteur de 1 mètre par seconde, il fera 10 cm sur la feuille, ce qui est beaucoup trop grand. A contrario, si je choisis une échelle trop petite, par exemple 1 cm égale 10 mètres par seconde, et bien alors là, je vais avoir des vecteurs qui sont tout petits. Et donc du coup, je ne pourrais pas les schématiser sur ma feuille, d'où la nécessité de prendre une échelle qui permet d'avoir des vecteurs qui sont ni trop grands, ni trop petits. Donc en choisissant cette échelle-là, je vais de nouveau faire des petits produits en croix. Donc je vais mettre la taille réelle à gauche, la valeur de la vitesse à droite. La taille réelle, c'est 1 cm, et 1 cm ça correspond à quoi? À 2 mètres par seconde, donc là j'ai bien ma ligne qui correspond à l'échelle. 1 cm égale 2 mètres par seconde, c'est ce que j'ai représenté ici. Et ensuite, je vais mettre les valeurs de vitesse que j'ai trouvées pour mes 3 vecteurs.
Donc pour rappel, V3, j'avais 3,04 mètres par seconde. Donc du coup, je mets là 3,04 mètres par seconde, produit en croix, et je trouve une taille de 1,52 cm. Okay, mon vecteur devra faire 1,52 cm. Pareil, le V5, ça faisait 5 mètres par seconde. Petit produit en croix, 1 fois 5 divisé par 2, je trouve 2,5 cm. Et ensuite, 6,85 mètres par seconde, je fais 1 fois 6,85 divisé par 2, et je trouve 3,43 mètres par seconde, centimètres, pardon. Voilà, voilà, j'ai mes trois tailles. Il n'y a plus qu'à les représenter. Donc V3, qui a pour origine du coup le point B3, évidemment, qui a comme direction l'axe horizontal, puisque le mouvement se fait selon l'axe horizontal, et ensuite qui va vers le bas, parce que la balle tombe vers le bas. Okay, ensuite, pareil, V5, qui est un peu plus grand que V3, c'est normal, hein, et ensuite V7, qui est un peu plus grand que V5. Okay, alors attention, hein, là, vous voyez, les vecteurs, ils s'arrêtent au point d'après. Mais ça, c'est un hasard. Hein, j'ai pas du tout tracé mes vecteurs pour qu'ils s'arrêtent au point d'après. C'est juste le hasard qui fait qu'ils s'arrêtent au point d'après. Ce qui compte, c'est bien la taille qui est indiquée ici et que j'ai reportée là. Ok, rien d'autre. Ok, ça, c'était pour mes vecteurs. Mais on n'a pas fini. Parce que maintenant, il y a un petit piège. On vous dit de représenter les vecteurs variation de vitesse delta V4 et delta V6, ok, entre ces positions. Donc là, on vous a fait un petit piège, on ne veut pas calculer le vecteur delta V4 comme on a l'habitude de le faire, comme on l'a fait dans l'activité précédente. On veut calculer le vecteur vitesse delta V4 entre les positions B3 et B5. Ok, c'est pour ça qu'il y a marqué entre ces positions. Petite subtilité, si vous ne l'avez pas vu, c'est pas grave. Okay, si vous avez fait comme on a fait l'activité d'avant, vous obtiendrez des résultats qui seront quasiment les mêmes. C'est pas grave. Ici, juste, tel qu'on vous le demande ici, telle qu'elle est posée la question dans cette activité-là, il faut bien comprendre que le vecteur vitesse delta V4, c'est la variation de vitesse entre B3 et B5. Okay, vous allez voir, sinon, à part cette subtilité, c'est pareil que d'habitude. Donc on va le faire. Regardons B4. Parce que le vecteur vitesse delta V4, on va le tracer en B4, mais on va s'intéresser au vecteur vitesse V5 et V3 pour calculer delta V4. Alors comment on fait? Pour rappel, quand on calcule delta V, quand on représente delta V, on trace au point correspondant le vecteur vitesse du point d'après. Donc ici, j'ai reporté V5 ici, ça fait V5 ici. C'est exactement le même vecteur que là, je l'ai reporté. Et on fait moins le vecteur vitesse, en l'occurrence du point d'avant. Donc ici, moins V3. Donc ça fait V5 moins V3. Et le vecteur résultant, qui est donc celui-ci, qui part de B4 et qui s'arrête là où s'arrête le vecteur jaune moins V3, c'est ce qu'on appelle delta V4. Okay, j'ai additionné V5 et moins V3 pour obtenir delta V4. De même, en B6, j'ai reporté... Alors ici, pardon, il y a une petite erreur, c'est pas V6, c'est V7. Je vais corriger tout de suite. Ici, c'est pas V6, c'est V7. Hop. Voilà, V7, donc j'ai reporté le vecteur ici, là, donc c'est V7. Et ensuite, je fais moins le vecteur du point d'avant, donc ici, moins V5. Et ensuite, le vecteur résultant, bah, ça me donne mon delta V6. Ok ? Si vous avez des questions là, quelque chose qui n'est pas clair, n'hésitez pas à me poser une question si vous ne voyez pas comment est-ce que j'ai fait pour calculer mes delta V. Mais c'est vraiment juste de l'addition et de la soustraction de vecteurs. J'ai additionné le vecteur du point d'après, moins celui du point d'avant. Ce qui me donne le vecteur delta V entre les positions B5 et B7. Hein, exactement ce qu'on vous demande ici. Ok ? On remarque, donc là, on vous demande que remarquez-vous, et ben on remarque que les vecteurs delta V ont tous la même norme. Vous voyez, delta V4 et delta V6, ils ont exactement la même taille. On peut la mesurer. On a que delta V mesure 1,02 cm. Donc ça, c'est la taille que j'ai mesurée sur mon schéma. Et maintenant, je vais calculer du coup la norme correspondante. Je rappelle que l'échelle que j'ai choisie, c'était 1 cm vaut 2 mètres par seconde. Donc 1,02 cm, qui est la taille de mon vecteur delta V, ça fait 1,02 fois 2 divisé par 1, ça me donne 2,04 mètres par seconde. Okay, c'est la valeur de delta V que j'ai trouvée. Et a priori, elle est pareille partout. Okay, elle ne change pas au fur et à mesure du mouvement. Ça, c'est quelque chose de relativement notable. Okay, on ne s'y attendait pas a priori. Delta V est tout le temps le même si la balle accélère au fur et à mesure. Ok. Ensuite, question 6. Quelle force s'exerce sur la balle? Rappelez la formule reliant cette force à la masse m de la balle et l'intensité de pesanteur g.
Alors là, c'est pas très compliqué. Dans le cas d'une chute libre, il ne s'exerce qu'une seule force sur la balle, à savoir la force de gravité de la Terre, qu'on appelle également le poids. On a la relation P, pour point 1, égale m fois g. Ok, vous avez appris ça au collège. Question 7. Remplacez la relation trouvée à la question 6 dans la deuxième loi de Newton et isolez la valeur de delta V sur delta T. Que remarquez-vous? En quoi cette observation est-elle en accord avec la théorie de Galilée? Alors on y va. Ça, c'est la deuxième loi de Newton. Somme des forces, ou résultante des forces, c'est la même chose, égale m fois delta V sur delta T. Okay, c'est quoi la somme des forces dans ce cas-là? La somme des forces, c'est le poids, parce qu'il n'y a que le poids qui s'exerce dessus. Donc on ne considère que le poids. C'est la seule force. C'est le poids et la résultante des forces. Et le poids, c'est quoi? C'est m fois g. Alors vous voyez ici que j'ai gardé la notation vectorielle pour que ça reste cohérent, hein, d'accord? La somme des forces, c'est un vecteur, donc il faut que je représente le poids P par un vecteur, et donc du coup ici, le vecteur G, l'intensité de pesanteur par un vecteur. Okay, P égale m fois G. Donc, je remplace. Somme des forces, je le remplace par m fois G, et j'ai du coup m fois G égale m fois delta V sur delta T. Et si on passe m de l'autre côté, si on prend la masse ici et que je la passe de l'autre côté, que je divise par m, qu'est-ce que j'obtiens? M fois G divisé par m égale delta V sur delta T, et là les m, ils s'en vont. Et on obtient G égale delta V sur delta T. Et on voit là que le vecteur variation de vitesse ne dépend plus du tout de la masse m. La masse m n'intervient pas dans la formule, elle a été supprimée. Le vecteur variation de vitesse est indépendant de la masse. C'est en accord avec la théorie de Galilée, car ce dernier affirmait que la chute des corps était indépendante de leur masse. C'est ce qu'on vient de voir avec la loi de Newton. Les masses, en fait, se suppriment de part et d'autre de la formule. Ok. Ok, très bien. Ensuite, question 8. Alors, attention, question 8. Utilisez cette relation pour calculer la valeur de delta V. Est-ce en accord avec vos mesures faites à la question 5? Alors, calculons delta V. Delta V, c'est quoi du coup? C'est G fois delta T. Okay, c'est que je vais représenter ici. Je me suis permis d'enlever les vecteurs, puisque maintenant on calcule la norme, hein, donc on enlève la notion de vecteur, on s'en fiche de la direction et du sens. Donc delta V, c'est égal à G fois delta T. G, l'intensité de pesanteur, c'est 9,81 Newton par kg. Okay, ça, c'est une valeur qui est constante, hein, vous l'avez vu plusieurs fois, on vous l'a déjà dit plein de fois. Et delta T, donc l'écart de temps qu'on a considéré, c'était 200 millisecondes, autrement dit 0,2 secondes. Okay, je vous invite à revoir ce qu'on a vu tout à l'heure, c'était bien cette valeur de delta T qu'on avait. Et si on calcule, on trouve 9,81 fois 0,2 égale 1,96 mètres par seconde. Et cette valeur, en fait, elle est très proche de ce qu'on a calculé, de ce qu'on a mesuré expérimentalement. Nous, on avait trouvé une valeur de 2,04 mètres par seconde. Et là, on trouve théoriquement 1,96 mètres par seconde. On a deux valeurs qui sont très proches. Okay, ça confirme bien nos résultats. On l'a fait d'un côté avec des mesures et de l'autre avec un calcul. Les deux sont cohérents l'un avec l'autre, donc a priori, la théorie de Galilée, elle a l'air quand même bien cohérente. Ok? Question 9. Alors, 9. Conclure sur les caractéristiques du vecteur delta V sur delta T d'un système en chute libre. Donc en fait, le vecteur delta V sur delta T, c'est tout ça. Hein. C'est le vecteur qui a pour direction et pour sens celui du vecteur delta V, et qui a pour norme delta V sur delta T. Okay, et tout ce qu'on peut dire, c'est que le vecteur delta V sur delta T a exactement les mêmes caractéristiques, sens, norme et direction, que le vecteur intensité de pesanteur G. C'est ce qu'on a en fait ici. G égale delta V sur delta T. Ok. D'ailleurs, delta V sur delta T, ça c'est une grandeur qui porte un nom, que vous verrez surtout l'année prochaine, mais qui porte un nom, on appelle ça l'accélération. Ça, c'est l'accélération. Et mathématiquement, on dit que l'accélération est la dérivée de la vitesse. Okay, et ça conclut la partie sur la chute libre. Okay, donc c'est ça que j'attendais de vous pour cette première grande partie. Dans cette première grande partie, c'était vraiment introduire la deuxième loi de Newton, voir qu'est-ce qu'elle implique, etc. Comment est-ce qu'on fait des calculs avec. Et dans la deuxième grande partie qu'on va voir maintenant, on va s'intéresser à un cas un peu plus complexe en théorie, mais avec des calculs plus simples, je trouve. Et cette deuxième grande partie, c'est le décollage d'une fusée. Donc, document 5, décollage d'une fusée. Lors du décollage, la poussée des moteurs d'une fusée de type Ariane ne varie pratiquement pas. Comment expliquer l'évolution de la vitesse d'une fusée au décollage? Document 6, propulsion d'Ariane 5 au décollage.
Au moment du décollage, la masse de la fusée est égale à 780 tonnes. Deux propulseurs latéraux, ici et ici, appelés EA pour étage d'accélération à poudre, contenant du propergol solide, la poudre, entourent l'étage principal. Leur masse à vide étant de 38 tonnes, chaque propulseur embarque 237 tonnes de poudre et délivre une poussée moyenne de 5060 kN. La tuyère, à la base du propulseur, est chargée d'évacuer les gaz de propulsion à raison de 2 tonnes par seconde. Après épuisement de la poudre, 2 minutes après leur allumage, les propulseurs et leur tuyère sont séparés du lanceur à environ 70 km d'altitude pour retomber dans l'océan Atlantique. Okay. Donc quand une fusée décolle, elle a deux propulseurs qui sont à droite et à gauche, qui servent juste au décollage, et une fois qu'ils sont épuisés, que tout leur carburant est épuisé, ils sont lâchés par la fusée et retombent sur Terre. Pendant que la fusée, elle continue à mettre son satellite en orbite ou ce genre de choses. Ok ? On a dans le document 7 l'évolution de la vitesse de la fusée après son décollage. Donc on a le temps en bas et la vitesse. On voit qu'au fur et à mesure du temps, la vitesse elle augmente et on voit même qu'elle augmente de plus en plus vite. Okay, et une fois qu'on a atteint 70 km d'altitude, la fusée elle freine beaucoup parce qu'elle commence à faire tout ce qui est toutes les manœuvres pour laquelle elle a été envoyée dans l'espace. C'est-à-dire qu'elle met un satellite en orbite ou elle envoie des gens sur la Station spatiale internationale. En tout cas, la partie d'accélération, c'est vraiment au décollage pendant les 2 premières minutes. Et ensuite, document 8, c'est un rappel. Comment est-ce qu'on calcule l'intensité de pesanteur petit g? Ça, on l'a déjà vu dans le chapitre sur les champs. C'est g fois la masse de la Terre divisé par le rayon de la Terre plus l'altitude h, le tout au carré. Ok, ça, on a déjà vu. Et on y va. Question 10. Représenter sur un schéma et sans souci d'échelle le système, ici la fusée, au moment du décollage, en mettant en évidence les forces qui s'exercent sur la fusée, on néglige les frottements de l'air. Donc on va encore négliger les frottements de l'air. En fait, vous verrez, en physique, on néglige souvent les frottements de l'air, déjà parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'influence, et ensuite parce que ça rend les calculs très difficiles. Donc allez, on y va. Décollage d'une fusée, question 10. Donc là, j'ai fait un petit schéma. On a la fusée, le centre de la fusée, que j'ai noté G pour centre de gravité, la force de poussée qui pousse vers le haut, celle qui tend à faire décoller la fusée, et le poids de la fusée qui va vers le bas, qui lui tend à faire tomber la fusée. Okay, et toutes ces forces sont sur un axe vertical. Okay, donc ça, c'était petit schéma. Ensuite, question 11. En raisonnant sur les forces qui s'exercent sur la fusée Ariane 5 au décollage, montrez que celle-ci peut effectivement décoller. Pourquoi est-ce qu'elle décolle et qu'elle ne reste pas au sol? Alors, au décollage, calculons les deux forces qui entrent en jeu. Déjà le poids. Le poids, c'est la masse de la fusée fois l'intensité de pesanteur. La masse de la fusée, c'est 780 tonnes. Vous voyez, 780 tonnes. Et quand on met ça en kilogrammes, il faut multiplier par 1000, donc ça fait 780 000 kg, fois 9,81 l'intensité de pesanteur, ce qui fait 7 651 800 newtons. Okay, ça, c'est la force qui pousse la fusée vers le centre de la Terre, vers le bas. Ensuite, la force de poussée, c'est 2 fois, parce qu'il y a 2 propulseurs, 2 fois 5 060 000, parce que chaque propulseur a une poussée moyenne de 5 060 kN, et pour passer en newton, il faut multiplier par 1000, donc ça fait bien 5 060 000. Ce qui donne 10 120 000 newtons. Et on voit que la force de poussée qui pousse vers le haut, qui tend à faire décoller la fusée, est bien supérieure au poids P, qui tend à la faire tomber, donc la fusée décolle. Ok, donc ça c'était la question 11. Hop, donc là je la représente, ma petite fusée. Vous avez le centre de gravité de la fusée qui est ici, le poids qui est vers le bas et la force de poussée qui est vers le haut et qui est plus grande, ok, qui est plus élevée. Donc là il n'y a pas vraiment de souci d'échelle, elle est juste plus grande. Et donc du coup, si on veut vraiment être rigoureux pour expliquer que la fusée décolle, il faut calculer la somme des forces, la résultante des forces. Donc ce qu'il faut faire, c'est partir du point G, aller selon le vecteur F, et ensuite additionner le vecteur P, donc faire F plus P, F plus P, et vous voyez que le vecteur somme des forces, qui part de G qui va vers le haut, qui part de G, il va en fait bien vers le haut. Il est bien dirigé vers le haut, ce qui montre bien que la fusée décolle. Vecteur somme des forces, il est vers le haut. S'il avait été vers le bas, la fusée ne décollerait pas. Ok, question 12. Après le décollage, jusqu'à 70 km d'altitude. Donc en fait, on s'intéresse aux 2 premières minutes. Comment évolue la valeur de la force de la poussée? Jusqu'à 70 km d'altitude, la force de poussée reste constante.
les propulseurs fonctionnent de la même façon tout du long. C'est ce qui est expliqué ici. Hein. Lors du décollage, la poussée des moteurs d'une fusée de type Ariane ne varie pratiquement pas. Okay, donc ça ne change pas. La poussée, c'est toujours 10 120 000 newtons. Petit b. Le champ de pesanteur a-t-il évolué de façon notable? Alors calculons l'intensité de pesanteur à la fois au sol et à la fois à 70 km d'altitude pour voir s'il a beaucoup changé. Alors au sol j'ai appelé ça G0 pour 0 mètres. C'est G fois la masse de la Terre divisé par le rayon de la Terre plus l'altitude qui vaut 0 quand on est au sol. Le tout au carré. Je remplace par les valeurs et je trouve 9,813 Newton par kilogramme. Faisons pareil à 70 km d'altitude. Donc c'est G fois la masse de la Terre divisé par RT plus l'altitude qui vaut 70 000 mètres. Attention de bien mettre en mètres. Hein. Le tout au carré. Et je trouve 9,601 Newton par kilogramme. Donc c'est un peu diminué, c'est normal, on s'est éloigné de la Terre, donc l'intensité de pesanteur est plus faible. Le champ de pesanteur a donc faiblement varié, mais de façon tout de même notable. Donc il a un peu diminué, mais c'est quand même visible, d'accord? Il y a quand même une variation visible du champ de pesanteur, donc il ne faut pas le laisser de côté. Et enfin, question C. Comment évolue la masse de la fusée? La masse de la fusée a diminué, oula, petite erreur de grammaire. La masse de la fusée a diminué. Hop. La masse de la fusée a diminué car elle a consommé, il y a de nouveau une erreur ici, bon, du carburant. Car elle a consommé du carburant. Alors c'est assez logique, hein. Au fur et à mesure que la fusée décolle, son carburant est consommé, il y en a de moins en moins. Le carburant, ça pèse, hein, ça a une certaine masse. Et donc du coup, s'il y en a moins, la masse de la fusée, elle est plus faible. Et donc du coup, comme il y a de moins en moins au fur et à mesure que la fusée décolle, la masse de la fusée diminue au fur et à mesure. Okay. Ensuite, question 13. Comment peut-on déduire de l'évolution de la valeur de la somme des forces... Comment peut-on déduire de l'évolution de la valeur de la somme des forces qui s'exercent sur la fusée? Comment peut-on déduire plutôt... Comment peut-on déduire l'évolution de la valeur de la somme des forces qui s'exercent sur la fusée? Alors question 13, on en déduit qu'au fur et à mesure du décollage, comme petit g et petit m diminuent, alors le poids diminue également. Okay, P c'est m fois g, donc si g diminue et m diminue, P diminue aussi. La résultante des forces qui s'exercent sur la fusée est donc de plus en plus dirigée vers le haut. Alors je vais vous faire un petit schéma pour ça. Donc déjà j'ai mis mon axe Z dirigé vers le haut. J'ai ma fusée au décollage et à 70 km d'altitude. Au décollage, il y a la force de poussée qui est vers le haut, le poids qui est vers le bas. Et donc du coup, la résultante des forces, je fais comme avant, je reporte mon poids ici et j'en déduis, hop, la somme des forces. Elle est grande, dirigée vers le haut. Ok ? Maintenant, à 70 km d'altitude, qu'est-ce qu'on a? On a de nouveau la force de poussée dirigée vers le haut qui n'a pas changé, mais le poids, il est plus faible, parce qu'il a diminué. Et donc du coup, si on regarde la somme des forces, donc je reporte mon poids là-haut, je fais bien F plus P, et la résultante des forces, elle est du coup plus grande. On voit que la résultante des forces est plus grande à 70 km d'altitude. Ok ? Donc la somme des forces, elle augmente au fur et à mesure que la fusée décolle. Question 14. Rappelez la deuxième loi de Newton approchée reliant la somme des forces et le vecteur variation de vitesse delta V. Alors ça on la rappelle, hein, somme des forces égale m fois delta V sur delta T. Question 15. En remplaçant la somme des forces de la formule par les expressions des forces qui interviennent, en déduire comment évolue le vecteur variation de vitesse au cours du temps. Donc en remplaçant le poids P et la poussée F, on a alors somme des forces égale m fois delta V sur delta T, donc ça c'est la deuxième loi de Newton. Et là on a somme des forces, c'est quoi? C'est F plus P. D'accord? C'est une somme des forces, quoi. C'est F plus P. Somme des forces vectorielle. Hein. Mais attention, là, vous voyez que on est passé de F plus P égale m fois delta V sur delta T à, si j'enlève les vecteurs et que je calcule les normes, ça donne F moins P. Alors d'où ça vient ce F moins P? Pour comprendre ça, il faut revenir au schéma d'avant et se rappeler que j'ai mis un axe dirigé vers le haut. Donc la force de poussée F, elle est dirigée dans le même sens que l'axe. Donc elle est positive. Mais le poids P, il est dirigé dans le sens contraire de l'axe. Donc lui, il est négatif. Donc quand on additionne les deux forces et qu'on veut avoir la norme de la somme des forces, il faut bien soustraire la norme du poids parce qu'il est dirigé dans le sens contraire de mon axe Z. Okay ? C'est pour ça que ici j'ai mis un moins.
Et ensuite, donc du coup j'ai mis un moins, et ensuite j'isole delta V, donc je divise par M et je fais fois delta T, et j'obtiens delta V égale F moins P sur M fois delta T. Ok? Ça c'est bon. Dans cette dernière formule, toutes les grandeurs du membre de droite sont constantes, donc à droite, delta T c'est constant, okay, hein, c'est l'écart de temps entre différentes positions, c'est toujours constant. F c'est constant, M ça diminue, et le poids P diminue aussi. Alors attention ici, le poids P il diminue plus vite que la masse M, parce que le poids P c'est M fois G, on a M qui diminue, et puis G qui diminue. Et donc du coup, P diminue plus vite que M tout seul, et donc du coup on peut dire que delta V dans sa globalité, lui il doit augmenter. Parce que si P diminue au fur et à mesure, comme ici il y a un signe moins, ça veut dire que ce terme-là, F moins P, lui il augmente au fur et à mesure. Si P diminue, ça veut dire que F moins P augmente. Et donc du coup si F moins P augmente au fur et à mesure, que M, alors on peut même le dire, hein, que M diminue, donc du coup ça va encore faire en sorte que ça augmente plus vite, on va avoir delta V qui va augmenter. Je répète une dernière fois. Ici on a P qui diminue, le poids P on l'a dit qui diminue au fur et à mesure. Donc F moins P, l'ensemble F moins P, lui il va augmenter au fur et à mesure, si P diminue. Et pareil, si M diminue au fur et à mesure, comme on divise par M, plus on divise par un nombre petit, plus le résultat devient grand. Donc ça fait en plus encore plus augmenter delta V. Donc là, on a vraiment un delta V qui augmente beaucoup au fur et à mesure. Okay, c'est ce que j'ai expliqué ici. Ça, c'est vraiment de l'analyse mathématique. Hein. Vous pouvez faire votre petit tableau de variation des fonctions là, en fonction de M, et vous verrez que delta V augmente. Ok. Ça, c'était la question 15. Question 16. Qu'en déduire alors sur l'évolution de la vitesse? On en déduit que la vitesse doit augmenter au fur et à mesure du décollage de la fusée. C'est bien ce qu'on observe sur le document 7. Okay, on observe bien cette augmentation de la vitesse au fur et à mesure. Voilà. C'était ça qui était attendu pour votre devoir maison. C'est ça que je vous demandais de faire. J'espère que ça a été clair. Ça a été peut-être un peu rapide, mais il y avait pas mal de choses à voir. Donc du coup, et de toute façon, vous avez toujours la possibilité de revoir la vidéo s'il y a des choses qui ne sont pas claires. N'hésitez pas à poser des questions directement sur le document disponible sur Louisematic. Et on se retrouve très bientôt pour la suite des cours. À bientôt.